J'ai entendu dans les couloirs de France Info cette discussion, deux personnes se rencontrent, un demande à l'autre comment ça va et l'autre lui répond comme un vendredi. Voilà, alors ça c'est assez bizarre comme d'entendre ça parce qu'on était nombreux à penser à la famille de cet homme qui angoisse du week-end et se réveille 2 jours plus tard en disant wouh c'est lundi. Voilà, c'est un cas des RH assez grave, j'espère qu'ils interviendront assez tôt pour l'arrêter. Apparemment le travail en libère certains, cette fois-ci c'est sûr. Et eux ils sont libres et s'envolent avec le vent de l'actualité. Et ce soir les informés de France Info reçoivent Hamdam Mostafavi de Courrier International, bonsoir. Bonsoir. Également l'écrivain et directeur des hebdomadaires Le 1, Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite je souligne, avant les autres même, votre dernière publication du 1, c'est salaud de pauvre. Pourquoi salaud de pauvre, Éric Fotorino ? Parce qu'on ne veut pas voir cette pauvreté. Et alors, regardez Stalingrad, ce qui s'est passé. On enlève les camps, il y a eu Calais, on mélange migrants, pauvres. Et surtout, c'est un inconscient de notre société. Voilà, salaud de pauvre, numéro 1, le 1. Également, Alexis Lacroix de Marianne, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et dans quelques minutes, normalement, doit nous rejoindre à cette place vide Franck Tapiro, communicant publicitaire, qui connaît très bien la politique. Et ce soir, 4 débats issus du jardin des Hespérides de l'actualité. COP21, ça rentre en action aujourd'hui. Ben voilà quoi. Brexit, le vote des Britanniques est-il si important finalement? Le Pen, le grand silence. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Hier soir avait donc lieu le deuxième débat de la primaire de la droite. On s'attendait à des face-à-face tendus, des participants un peu coincés, des explications lénifiantes. Et en fait, on a eu droit à ça. D'ailleurs de soirée appelé Jean-François Copé. On va l'entendre tout de suite. Alors on n'a pas trop compris la fin, en tout cas après le 20 novembre, pensez à lui pour animer vos goûters d'anniversaire et enterrement de vie de garçon. Il s'appelle Jean-François Copé. Éric Fotorino, c'était un débat plus vif, tendu, enjoué, j'aurais même envie de dire ce soir plus humain. Oui, c'est vrai, parce que d'abord, il était sûrement moins technique. Alors quand même, juste pour vous dire, pour Zorro, Jean-François Copé a Zorro et Napoléon Bonaparte sur le pont d'Arcole sur son bureau. Ah d'accord, donc c'est par hasard. Je pense que Zorro, pour lui, c'est un compagnon fidèle. Et il connaît peu de compagnons fidèles depuis longtemps. C'est vrai, mais c'était étrange de nommer, c'est vrai, de faire apparaître Zorro. Bien sûr, voilà, ça c'est d'une private joke Copé. Alors oui, bien sûr, c'était moins tendu, mais je pense que sur le fond, c'est assez lamentable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, c'est la primaire de la droite. Donc la droite, elle parle de ce qui intéresse la droite et les électeurs de droite, et plus précisément les électeurs de la primaire de droite, dont on ne sait pas combien ils seront, qui y seront, etc. Mais je pense que quand on est le public, donc les citoyens, on n'y trouve pas son compte dans ce que sont vraiment les préoccupations des gens aujourd'hui. On parlait des pauvres tout à l'heure, mais je pense que ce soit le chômage, que ce soit comment les gens finissent leur mois, comment on éduque. Alors il y a eu quelque chose sur le collège unique, etc. Mais sincèrement, j'ai trouvé que ça manquait énormément de fond. Et alors c'était Salvagram, on disait oui, la salle de la boxe. Bon, il n'y a pas eu de boxe, mais il n'y a pas eu vraiment de vrai débat. Et moi, je pense qu'il y a quand même, je l'avais dit déjà, je crois, une fois à ce micro, mais c'est vrai que 1 minute et 1 minute, tout ça, c'est tant compté. Je trouve qu'à l'arrivée, ça donne plus de l'effet de marketing que de l'effet de fond. Alors c'est ça, Mme Mostafavi, finalement, est-ce que c'est le rythme de ce débat? Et aussi, il faut dire qu'il y avait énormément de thématiques qui s'enchaînaient. Terrorisme, délinquance, banlieue, éducation, rapport finalement à la gouvernance. Ça fait beaucoup quand même pour 2h30. Oui, ça fait beaucoup, surtout que c'est pas la même chose de passer 5 minutes sur des thèmes très sérieux, après être sur des polémiques comme est-ce que François Bayrou, est-ce qu'il a raison Attention, vous aussi. Est-ce qu'il a raison de soutenir ou pas? Qu'est-ce que Juppé va faire avec son soutien? Comme si c'était très très honteux d'avoir le soutien de Bayrou. Donc évidemment, le format s'y prête pas. Après, c'est vrai que comme sur le fond des idées, ils sont pas forcément... Enfin, je veux dire, évidemment, il y a beaucoup de différences entre une NKM et entre un Jean-Frédéric Poisson, mais sinon, dans l'ensemble, ils sont quand même... Là, ils se sont plus achoppés, peut-être. C'était un peu sur l'international, un peu... Même s'ils étaient tous d'accord pour le soutien de la Russie. On va en parler dans un instant. Est-ce que votre avis aussi, Alexis Lacroix, juste quand j'ai dit que c'était un peu plus humain comme débat, ça veut dire qu'il y a eu des communicants justement à l'œuvre et qu'ils ont tiré les leçons du premier débat pour se sentir plus à l'aise? C'est évident. Là où c'est le plus manifeste, je dis pas qu'il a fait une bonne performance, ne faites pas de moi son avocat commis d'office, même si je sais qu'il va être beaucoup critiqué et qu'il est beaucoup critiqué. Vous êtes de Marianne, donc vous savez. Mais il est beaucoup critiqué par la meute médiatique qui fonctionne à l'effervescence mimétique, c'est-à-dire tout le monde répète le discours de tout le monde. Donc tout le monde pense que Nicolas Sarkozy s'est fait défoncer la gueule dans ce débat. Je pense en revanche qu'il a médité la leçon du premier débat. On sait qu'il a téléphoné pendant une des pauses du débat à son principal conseiller actuel qui est Giacometti, et ils ont dû travailler un certain nombre d'éléments de langage. Il était incontestablement plus détendu. Je ne sais pas ce que Franck Tapiro va dire là-dessus. Mais par contre, je voulais tout de suite quand même rajouter une idée. Je suis en désaccord
amical, mais de fond, avec la lecture qu'en fait Éric. Car on nous dit, depuis hier soir, c'était un débat pauvre, c'était un débat inintéressant, les vrais sujets qui intéressent les Français n'ont pas été abordés. Ah bon? La sécurité, le retour des djihadistes, c'est pas un vrai sujet qui intéresse les Français, et leur sécurité et la sécurité de leurs enfants? Franchement, ces débats, si vous voulez, il y a une démagogie antipolitique dans les médias aujourd'hui qui est insupportable. Alors bien sûr qu'il parlait au peuple de droite, mais le débat, sincèrement, le débat était un débat de qualité, c'était un débat de fond, il perçait bien sûr entre eux une animosité, mais ça c'est évident, ça fait partie, si vous voulez, de la compétition électorale, mais par ailleurs, il y avait de vraies thématiques qui étaient abordées. Alexis Lacroix, on va y revenir dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau. Les informés de France Info avec ce soir Hamda Mostafavi de Courrier International, également Éric Fotorino, écrivain et directeur de l'hebdomadaire Le 1, Alexis Lacroix de Marianne, et il nous a rejoint, ça y est, Franck Tapiro, communicant, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que vous avez regardé, peut-être que vous êtes en retard parce que vous avez regardé le replay, peut-être du débat, vous l'avez tellement aimé, non? C'est ça? J'ai vu 3 fois avant de venir, j'ai répété, j'ai les antisèches. Comment vous avez trouvé justement, vous, avec votre regard de communicant par rapport au premier? Alors on va faire forme et fond. Au niveau de la forme, tellement meilleur que le premier, mais sur plein de raisons. D'abord, ils étaient tous beaucoup plus détendus, à part Juppé, mais on en parlera après. Ouais. Ils avaient tous, je pense, en termes de posture, de stature, en termes de communication non verbale, ils étaient ancrés, ils étaient là, ils ne se demandaient pas ce qu'ils foutaient là, comme le maire, quand il est arrivé au démarrage du premier débat, on s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? On l'entendait presque penser. C'était beaucoup plus animé, c'était plus drôle aussi. Et c'était un humour qui passait plutôt pas mal. Il y a eu même beaucoup d'autodérision. C'était plutôt assez étonnant. Donc d'abord, très bon spectacle, parce qu'on est quand même à la télé. Sûr, oui, deuxième, en termes de forme, c'est beaucoup plus fluide. J'ai adoré Alpha Laurence Ferrari et Routel Krief. Je trouve qu'elle donnait beaucoup de fluidité, en même temps de la rigidité. Il y a vraiment les deux. C'est hémisphère droit, hémisphère gauche. C'était parfait. Plus de fraîcheur aussi. Plus de fraîcheur, plus dynamique, plus vivant. Exactement tout ce qu'il a manqué au premier débat. Maintenant, au niveau du fond, bien entendu, je suis d'accord avec vous. Ce qu'ils disaient avant, plutôt avant que vous répondiez. Il y a une absence de fond, mais pourquoi? Pas à cause des politiques. Pour une fois, je dirais, ils n'ont pas fui le fond. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi, je disais l'inverse. Vous allez voir, le format de l'émission empêchait un véritable débat de fond, c'est en profondeur. C'est-à-dire, ils n'ont pas fui les problématiques, à part celle de Bayrou, qui était alors là, complètement hors sujet. Passer 20 minutes sur Bayrou, voilà, c'est plutôt ça qui est terrible. C'est les 20 minutes de Bayrou qui auraient permis peut-être d'approfondir certains sujets. Mais quand vous êtes 7 sur un plateau, vous avez 1 minute ou 2 pour vous exprimer, vous ne pouvez pas, à moins d'avoir une phrase magique, vous ne pouvez pas avoir un vrai débat de fond. Puis un débat veut dire relance, veut dire opposition, et veut dire dispute au sens grec. Oui. Alors Éric Fotorino, c'est ça qui est étonnant, c'est que donc il y a des sujets qui ont été abordés, éducation, sécurité, l'éducation tout à la fin, à 23h30. Et pourtant, on passe en effet un temps fou sur François Bayrou. On a vu quand même que Nicolas Sarkozy voulait appuyer dessus parce que c'est le cœur de l'électorat de droite aussi. Oui, on a vu, c'était une stratégie annoncée, mais c'est pour ça que moi je persiste, Alexis, dans ce que je disais tout à l'heure. C'est que je pense que j'ai pas trouvé mon compte sur le fond parce que ça zappait trop. Alors en effet, c'est le temps. Si vous voulez développer une idée, aller au-delà de la surface et justement du slogan, il faut que vous ayez un petit peu de temps pour développer, qu'on vous apporte la contradiction, que vous repreniez la parole, etc. Donc je pense que ce qui reste, moi, pour l'auditeur ou le spectateur, c'est une sorte, oui, on a parlé de plein de choses et au fond, c'est des posture, c'est en effet de la drôlerie, c'était moins emmerdant, ça je suis d'accord, que la première fois, mais sur le fond, moi je pense que c'est, vous savez, c'est Guy Debord qui disait un jour le vrai sera un moment du faux, c'est la montée de l'insignifiance. Moi je trouve qu'on organise l'insignifiance et ce qui me frappe beaucoup, c'est que au nom de la démocratie augmentée, surajoutée, etc., on vide de sa substance ce que doit être le vrai débat. Alors il y a eu quand même une question personnellement que j'ai trouvée intéressante parmi notamment les challengers, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a posé une question qui a mis tout le monde mal à l'aise, participants de la primaire. Alors on va écouter Nathalie Kosciusko-Morizet. Kosciusko-Morizet hier soir au débat, Hamda Mostafavi, là c'était quand même une question finalement assez pertinente. Et on a vu Nicolas Sarkozy qui était à côté, assez mal à l'aise, qui voulait pas parler du droit des femmes. C'était quand même peut-être la question qui allait loin, parce que là on voyait pas d'unanimité. Oui, là il n'y avait pas d'unanimité. C'était le moment où vous pouvez trop se distinguer, mais évidemment après c'est une question gênante. C'est pas une question à laquelle on a envie de répondre. C'est dans nos relations avec les pays étrangers. Bon, d'accord, ok. Ah oui, les Turcs répriment les journalistes, mais bon, quand même, faut qu'on discute avec eux pour les migrants. Pareil, les Saoudiens répriment les femmes, mais bon, quand même, le pétrole, tout ça, c'est compliqué. Donc, non, c'est vrai que c'était un peu, c'est dommage qu'ils n'aient pas passé plus de temps sur des choses comme ça. Oui, Alexis Lacroix, sur cette histoire justement, le fait qu'on l'ait évacué finalement assez rapidement. Non, c'est faux. Là encore, c'était zappé. C'était zappé parce que c'est multithématique. Mais en revanche,
là, vous le soulignez à juste titre, la question posée par Nathalie Kosciusko-Morizet sur les liens avec l'Arabie Saoudite et donc la dépendance éventuelle de certains responsables politiques français envers l'Arabie Saoudite, mais aussi envers son rival qatari, c'est une question qui, en revanche, a permis à chacun d'entre eux, dans le temps imparti, on est bien d'accord, mais on ne va pas refaire le débat. Ok, très bien. Mais en 1 minute 30, chacun a pu préciser sa position. On a compris que Nicolas Sarkozy se sentait visé par cette question. Il a d'ailleurs répondu, ce qui est plutôt intelligent, mais Nathalie, si on ne discute qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord, on ne fait plus de politique. Il n'est pas sur le droit des femmes. Il n'a pas répondu sur le droit des femmes. Non, je sais qu'il n'a pas répondu sur le droit des femmes. Mais par ailleurs, Fillon a abattu ses cartes. On a compris qu'il était quand même vraiment un des envoyés de la Russie. Alors ça ne veut pas dire on l'a compris. Donc vous dites, cette télé ne montre rien. Non mais vous êtes marrant. Vous dites, cette télé ne montre rien, c'est la montée de l'insignifiance. Et vous recyclez tous les discours de Baudrillard contre la télé. Non, je ne vais pas jusque-là. Ça les a obligés. En 30 secondes, Alexis, je vais pas ça les a obligés, Eric, à dévoiler leur batterie. Et donc, ensuite, on a compris que Fillon était du côté, disons, de Bachar Assad et peut-être de Poutine. On a compris que Jean-François Copé pensait que l'intervention en Libye que Nicolas Sarkozy avait soutenue avait été une catastrophe. On a compris qu'il y avait des positions plus mesurées de la part de Juppé, etc., etc. Alors, donc c'est faux de dire que c'était un débat insignifiant. C'est totalement faux. Encore une fois, je pense qu'on ne dit pas que c'était insignifiant. Je dis que ça aurait mérité un peu plus de temps pour approfondir certains sujets, ayant un peu de mesure. En fait, on est un peu frustré. La première fois, on était frustré sur la forme, sur le fond, sur le ton, et surtout en termes de trace mémorielle, on était au-delà de l'Angström, 10 puissance moins 9. Et encore, je pense qu'on pouvait aller plus loin. Là, en même pas quelques jours, tout d'un coup, on a vu des gens qui se sont exprimés, qu'on a compris. Je mets le moment de Bayrou à part, qui se sont positionnés. On a vu une NKN qui a enfin retrouvé, je trouve, son ADN profond, qui est le courage, et on l'a vu, le courage, la décontraction, le sourire. Quand elle se pose à Nicolas Sarkozy, il comprend, tu me fais pas peur. Et je peux vous dire, c'est la seule sur le plateau qui a la possibilité de regarder Sarkozy dans les yeux en disant, tu ne me fais pas peur. Et vous savez quoi? C'est vrai qu'elle n'a pas peur, et ça s'est vu hier. Le maire, pour une fois, il arrivait, il était là, et pourtant il avait sa cravate. Il était enfin candidat à la primaire. Seul petit souci de Bruno Le Maire, on sent bien, sa famille, c'est quand même aussi sur le travail sur les fiches, sur la Libye, par exemple. Vous voyez, il avait des troupes au sol, il n'y en avait pas. Enfin, vous voyez des approximations. Mais parce que ça va vite. Encore une fois, il faut se mettre 2 secondes à leur place, même si ce sont de grands communicants, de grands professionnels. Parfois, ça va tellement vite. Regardez Copé, qui a fait cette diphtongue extraordinaire avec des ministres de gauche. Lui, je pense qu'il a une nouvelle carrière qui s'offre à lui avec ses 2% et peut-être moins. C'est le stand-up. Je pense que Franck Dubos peut vraiment avoir peur. Mais il y a quand même une chose dans le débat dans le débat géopolitique qui était quand même intéressant. Je le maintiens. Il y a une chose qui apparaissait, et là, je suis désolé de le dire, c'est pas du sarkozysme de ma part, c'est quand même que Sarkozy avait des dossiers une meilleure connaissance. Car sur Daesh, si on veut vraiment battre Daesh, évidemment que l'allié c'est l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il a très bien répondu sur ce terrain-là à Kosciusko-Morizet. Il a dit, mais écoute Nathalie, si tu veux faire de la politique, évidemment qu'il faut créer des alliances avec des gens qui sont un moindre mal. C'est ça la politique. On va continuer. Voilà, on va continuer à en parler dans un instant de ce débat des primaires qui nous a beaucoup animés. Mais l'info à 20h20, c'est Pierrick Bonneau. Les informés de France Info, on parle du débat des Républicains hier, qui a plu et qui a d'ailleurs rameuté 2,9 millions de téléspectateurs. Ça reste un bon chiffre, donc il y a un véritable quand même engouement pour cette primaire aussi, Éric Fotorino. Alors par contre, selon un sondage de fin de débat, donc Juppé toujours en tête, Sarkozy premier chez sympathisants de droite. On a l'impression que, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera toujours Alain Juppé, Nicolas Sarkozy maintenant. Comme vous dites, Jean-Mathieu, on a l'impression. Oui. Mais vous savez, il y a quand même des précédents importants. Souvenez-vous, Balladur, Chirac était dans les choux. Souvenez-vous, Hollande, avant que DSK, etc. Donc, moi, je ne prends pas du tout pour argent comptant ce qui est en train de se passer dans cette primaire de droite et tous les sondages qu'on a chaque jour. On ne sait pas quel corps électoral, qui ira voter, qui dit « j'irai peut-être voter, je suis convaincu que je voterai pour un tel ou un tel ». Moi, je pense que ce qui a beaucoup capitalisé Juppé jusqu'à ces derniers mois, c'est l'anti-Sarkozy. C'est-à-dire, il a comme ça, c'est le type sérieux. Mais vous savez, entre le sérieux et l'ennuyeux, il n'y a qu'un pas. Et je pense qu'au fur et à mesure que la campagne va se lancer et que les débats vont continuer, que je pense que le côté ennuyeux, non excitant de Juppé va émerger. Que Juppé ne fait pas rêver et ne fera jamais, je crois, rêver la France. Et je ne crois pas plus les électeurs de droite. Donc du coup,
ça ne veut pas dire que Sarkozy va gagner, mais je pense que hier, Sarkozy s'est installé en ancien président, et avec tous ces anciens ministres-là, et là-dessus, il a été plutôt bon. Et alors justement, Fructa Pierrot, vous, Alain Juppé, qu'est-ce que vous en avez pensé hier? Non mais il y a un déni total. Osons-le, on est entre nous, osons-le. Oui, d'autres personnes. Hier, Juppé a été mauvais, et Sarko, je ne l'appelle plus Sarkozy, parce qu'au premier débat, il était Sarkozy. C'est un homme politique comme les autres, même en dessous de son vrai ADN. Hier, Sarko a été bon. Il faut oser le dire. Alors, je sais qu'en ce moment, il est de bon ton avec nos amis sondeurs et journalistes de dire « Ah, Juppé est toujours en tête ». Pourquoi? Le Juppé de 2017, c'est Hollande en 2012. Il représente celui qui a la figure la plus rassurante pour être un anti-sarkozyste absolu. Et Juppé, aujourd'hui, c'est... Là, la différence près, c'est que Juppé, c'est pas Hollande. Hollande a quand même de l'humour. Hollande a cette relation avec les gens. Qu'on l'aime ou non, hein, mais rappelez-vous en 2012, après le Bourget, tout le monde criait que Hollande était l'alpha et l'oméga de la politique. Donc, faut pas avoir une mémoire courte. Juppé n'a pas encore pris la foule, il n'a pas encore pris l'émotion, il n'a pas encore pris la sensation, il n'a pas encore donné la vision. Donc il incarne une posture. Vous pensez qu'il peut prendre l'émotion? Non, je pense pas. Je pense qu'on va être très surpris et qu'encore une fois, les scénarios, vous avez déjà vu un scénario joué d'avance en France? Vous croyez que les Français aiment qu'on leur joue leur partition, qu'on leur vole un tour, 2 tours, et qu'on leur dise mais vote pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, le vainqueur de la primaire à droite, il est déjà président. Mais oh, on est en France, oh. Oui, non, c'est intéressant parce que justement la presse internationale, elle a noté ce parallèle avec François Hollande de 2012 en disant Juppé c'est l'homme du compromis, c'est aussi l'homme qui est soutenu par Bayrou, donc on revient toujours aux mêmes choses. Moi j'ai noté les adjectifs qui étaient un peu employés là-dessus. C'était Sarkozy qui s'est montré indestructible, Juppé imperturbable. C'est pas exactement pareil. Et Sarkozy était vraiment très, c'est la presse belge qui disait ça, qui était vraiment très tranquille, il a montré justement qu'il était habitué aux joutes oratoires, qu'en gros il pouvait prendre tous les coups de la planète. De toute façon, lui, c'était bon pour lui, il n'y avait pas de problème. Tandis que Juppé, bon, même s'il est toujours, évidemment, il est toujours très rassurant, il a ce côté professoral. Après le bling bling de Sarko, après le côté ah bon pardon c'est moi c'est Hollande, je suis pas bien préparé pardon. C'est le lapin dans les phares. Voilà c'est ça. Ce côté ok du coup c'est un peu rassurant c'est sûr mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'était quand même Sarkozy qui est plus ressorti. Sarkozy, oui. Nicolas Sarkozy. C'est à cause de Franck. Maintenant, je dis Sarko moi aussi. Justement, Alexis Lacroix, il y a quand même une petite question qui taraude aussi beaucoup de gens. On se souvient qu'en 2011, lors de la primaire socialiste, il y avait 5 des 6 candidats présents se sont retrouvés à un moment ministres, soit président, soit premier ministre. Et c'est ce qui habite aussi aujourd'hui les prétendants à la primaire de droite. C'est-à-dire à un moment qu'on se retrouve tous dans un gouvernement et d'avoir des postes de ministres. Oui, c'est évident. C'est pour ça d'ailleurs que ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout de l'expression d'animosité personnelle. En revanche, ce qui apparaît à la lumière de ce deuxième débat, c'est qu'il y a des gouffres idéologiques. C'est-à-dire que même s'ils sont un jour amenés à travailler ensemble dans un même gouvernement, par exemple, sous l'autorité d'Alain Juppé, il est évident qu'ils n'ont pas du tout la même vision de la France. Alain Juppé penche du côté de son utopie heureuse, qui est celle de l'identité heureuse, et Nicolas Sarkozy se fait de plus en plus le théoricien de l'identité malheureuse chère à Alain Finkielkraut. Donc de toute façon, ce sera un gouvernement qui représentera le pluralisme à droite. Ça fera d'ailleurs plaisir aux juppéistes, puisqu'ils s'en réclament précisément. Mais ça, si vous voulez, à mon avis, ces questions d'hommes sont secondaires par rapport à l'apparition en pleine lumière de la diversité idéologique. Il y a un pari de Nicolas Sarkozy qui est celui que Giacometti appellerait la triangulation du vote Front National. Il pense qu'on peut ramener vers la droite républicaine un certain nombre d'électeurs désespérés ou tentés par le vote Front National. En revanche, Alain Juppé pense plutôt que son réservoir de voix se situe sur la gauche, et notamment il y avait une insistance très intéressante sur les déçus du hollandisme. On parlera dans un instant du Front National, mais Éric Fotorino, vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible ce pari justement de Nicolas Sarkozy de ramener finalement ces électeurs déçus des Républicains qui votent aujourd'hui Front National? C'est assez compliqué. D'abord, vous vous souvenez de Jospin et la gauche plurielle, donc il y a une droite plurielle aussi d'une certaine manière. Et ce qu'on note, c'est qu'à chaque fois que Sarkozy, j'allais dire, prend la ligne Buisson et l'hameçon, jusque tout, il avale tout, il conforte un certain nombre de gens qui sont très à droite, mais en même temps, il fait fuir ceux qui seraient les plus modérés. Donc c'est toujours un jeu à somme nulle et peut-être même négative. Donc je pense que c'est compliqué comme exercice parce que plus il veut trianguler, comme dit Alexis Lacroix, plus il perd. Vous savez, c'est comme une baignoire que vous remplissez avec une bonde que vous avez enlevée. Et on ne sait pas à l'arrivée, mais je pense que l'étiage est quand même bas.
Allez, les informés de France Info, on parlera dans un instant du Front National, le grand silencieux et peut-être le grand profiteur également de ce débat. On parlera du Brexit, oui, on parlera beaucoup de populisme finalement dans la suite des informés de France Info. Voilà le programme dans quelques minutes. Jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le mot-clé, je ne vais pas dire hashtag, le mot-clé, les informés sur le canal 27 de ATNT, avec autour de la table, ils sont bien, ils ont chaud, ils sont à l'abri. Nous retrouvons Hamdam Mostafavi de Courrier International, également le communicant Franck Tapiro, également l'écrivain et directeur de l'hebdomadaire Le 1, Éric Fotorino, et Alexis Lacroix de Marianne. On va continuer juste un tout petit peu de parler du débat, mais à l'extrême droite, puisque pendant ce temps-là, à l'extrême droite, eh bien, c'est le calme plat. Hein. Marine Le Pen semble jouer dans un remake du Monde du silence, hein, une sorte de Jojo le Mérou avec une perruque blonde. Marine Le Pen ne dit rien, mais continue à être présentée comme toujours là au second tour, hein, quelle que soit l'enquête d'opinion. Et hier soir, forcément, l'attitude à adopter face au FN a occupé toutes les conversations. On en a beaucoup parlé, notamment Alain Juppé qui a déclaré si la droite échoue en 2017, ce sera le FN en 2022. Hamdam Mostafavi, ça on l'entend à chaque fois quand même, hein, cet argument. Il ne faut pas échouer parce qu'après ça sera le Front National. Est-ce que jouer sur les peurs comme ça peut fonctionner, ça peut intéresser et surtout mobiliser? Est-ce que ça va mobiliser les électeurs de droite pour les empêcher d'aller à l'extrême droite? Oui. C'est ça la question, j'en suis pas convaincue. Non, je pense que s'ils veulent aller à l'extrême droite, ils iront de toute façon à l'extrême droite et que de toute façon que la gauche ou la droite l'emporte. La question de 2022, elle ressort quand même assez régulièrement. Il y a eu beaucoup d'articles ces jours-ci dans la presse internationale qui justement disent la prochaine échéance c'est pas 2017, à vrai dire, parce que 2017, bon, peu importe ce qui arrive finalement. Ah, oui, c'est vrai, parce que finalement le duel ne sera pas passionnant, mais ça va être 2022 et justement vu qu'elle a tellement avancé dans cette espèce de l'eupénisation collective des idées, débats, des idées. Évidemment, elle n'a pas besoin de parler puisque tout le monde parle pour elle. Et même aujourd'hui, on a vu que la seule hier qui clairement parlait de front républicain, de cordon sanitaire, et je n'aime pas ces expressions et de toutes ces choses qui disent on se sépare du FN, c'était que Nathalie Kosciusko-Morizet. Le reste, ils sont restés quand même assez flous, en essayant évidemment de draguer les électeurs du FN. Voilà, Éric Fotorino, juste sur justement ce Front National, c'est ça qui est. Est-ce que finalement c'est pas en train, j'emploie le mot, hein, de pourrir véritablement même le débat politique, puisque finalement on a l'impression que cette élection ne sera qu'à un tour, puisqu'au deuxième tour ça sera face à Marine Le Pen. Moi je vais vous dire, alors je suis pas Madame Irma, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que la France qui arrive vers nous, c'est avec une France de droite et d'extrême droite. Ça veut dire qu'on va voir aussi à l'Assemblée nationale probablement arriver massivement un Front national, et que le grand parti d'opposition, pour moi, après 2017, c'est pas le Parti socialiste si la gauche perd, c'est le FN. Donc je pense que ce qui est important, et d'ailleurs, je pense que les électeurs de Mélenchon, beaucoup sont passés au Front National, vous savez, ces extrêmes qui se rejoignent, c'est ce qu'on appelait la fonction tribunicienne. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une recomposition du paysage politique en France qui est en cours, qu'on ne mesure pas bien, parce qu'en effet, ça va à bas bruit. On le voit de temps en temps, élections régionales, etc. Là, on va voir la présidentielle. Je pense qu'en effet, il y a de fortes chances, fort risques, tout dépend comment on voit les choses, que Marine Le Pen soit au second tour. Je ne crois pas qu'elle gagnera, mais je pense qu'en revanche, toutes ces idées, comme vous disiez, sont là, et qu'à l'arrivée, on aura un grand parti d'opposition qui sera le Front National. Moi, ce qui me sidère, et ça fait depuis des années que j'entends, et à droite, et à gauche, et au centre, quand il existait, le mot barrage au Front National, barrage au Front National. Mais barrage de quoi? Barrage comment? Est-ce qu'on parle d'un barrage idéologique? C'est incroyable de demander aux gens, et surtout aux électeurs du Front National, qui entendent, qui écoutent, on va faire un barrage au Front National comme ça, de fait, de mise. Mais expliquer, aller dans le fond, donner des idées, donner des actions, des arguments, et quel est le barrage idéologique par rapport au Front National. Et après, on s'étonne. On a dit qu'elle comprenait rien en économie. Puis on voit Stiglitz qui dit exactement ce qu'elle dit, qu'en abandonnant l'euro, on a peut-être une deuxième chance pour l'Europe. Boum. Elle ne fait pas un bug sur l'islam, l'islamisme, Daesh, etc. Pas un, alors que tout le monde s'est pris les pieds dans le tapis. Donc le racisme, zut, elle ne fait pas de décalage par rapport au communautarisme. Donc finalement, elle fait un sans faute. D'abord, parce qu'elle ne l'ouvre pas, et elle laisse les autres s'enfoncer dans leurs arguments complètement fallacieux. Donc non seulement les hommes politiques de tous bords ne donnent aucun argument idéologique, concret, politique de pourquoi Marine Le Pen, et je suis désolé, le Front National, je ne serais pas le contraire, est un parti républicain, sinon il ne serait pas là. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'elle accède au pouvoir?
Alors, ça paraissait évident avec Jean-Marie Le Pen, mais avec elle, c'est pas évident. Ils ont mis d'expliquer, il n'y a pas de mode d'emploi. Justement, Mme Mostafa Oui, dit, c'est juste d'autant plus difficile justement de faire cette coupure idéologique parce que c'est plus du tout le FN de papa Bien sûr. justement, Exactement. et qu'aujourd'hui elle a pris des idées à gauche en économie, l'État-providence c'est quasiment la seule à défendre ce type d'idées, et que sinon les questions identitaires, le racisme, les migrants, c'est aussi les idées de la droite, la sécurité notamment, qui était quand même un grand thème de droite, c'est devenu un thème exclusivement du FN. Alexis Lacroix. Je crois qu'il y a deux temporalités qu'il faut gérer quand on est dans l'arc républicain. Je ne sais pas d'ailleurs si je sais pas si les candidats de la primaire qu'on a vus hier soir le savent tous et le font tous. Il y a la temporalité dont vient de parler Franck, à juste titre. C'est-à-dire comment trianguler le plus intelligemment, peut-être cyniquement, mais en tout cas le moins dangereusement, les électeurs du Front National pour les ramener dans l'arc républicain. Il y a un débat, on l'a vu d'ailleurs s'étaler devant nos yeux. Tout à fait. Hier soir, il y a un débat qui transcende même largement l'animosité personnelle de Juppé et de Nicolas Sarkozy. Tout le monde est engagé dans ce débat. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, fidèle à elle-même, a affiché, disons, sa ligne anti-Buisson conséquente. C'est-à-dire, je pense que la buissonnisation de Sarkozy a été très néfaste au pays. En gros, elle a dit ça. Bon. Mais ça, c'est la première temporalité. Il ne faut pas s'arrêter à cette première temporalité. C'est la temporalité dont parlait Hamdam, 2017. Il y a 2022. Or, en 2022, ça sera un autre cycle. Vous ne pensez pas qu'avant, il y a justement ce que disait Franck Tapiro, les législatives, ça veut dire c'est vraiment le cœur du pays qui vote quand même. C'est là où on peut voir une colère aujourd'hui. Non, je crois pas. Je crois que c'est vraiment 2022. Ça va être l'horizon après lequel va commencer véritablement la recomposition du spectre politique français. Et je suis en plein accord avec Éric. Il y aura un bloc conservateur ou ultra-conservateur. Éric Fotorino parlait des législatives. Non, aussi. mais sur la recomposition. Laissez-moi juste finir sur la recomposition. Sur la recomposition, on va sans doute, dans la vie politique française, vers un bloc ultra-conservateur et souverainiste, dont le Front National sera en fait la force principale, et il y aura un bloc libéral faisant se conjoindre. Macron en est l'exemple, des gens de centre-droit et de centre-gauche autour de valeurs libérales. C'est vers ça qu'on va de toute façon. Donc là, je suis absolument d'accord avec le sens de l'histoire tel que prescrit par Fotorino. Oui, mais le timing n'est pas le même. Parce que le timing n'est pas le même, c'est ce qu'on vient de dire. Ça, il peut arriver beaucoup plus vite que prévu. 2022, moi je trouve que vous êtes extrêmement optimiste. Allez, on va aller de l'autre côté de la Manche pour aller voir des gens qui, eux, ont déjà tenté une aventure populiste, sont en train de le faire. Ce sont les Britanniques et le Brexit. Et pour l'instant, l'info à 20h40, Pierrick Bonneau. Pierrot, communicant publicitaire qui connaît très bien la politique. Et ce soir, 4 débats issus du jardin des Hespérides de l'actualité. COP21, ça rentre en action aujourd'hui. Ben voilà quoi. Brexit, le vote des Britanniques est-il si important finalement? Le Pen, le grand silence. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Hier soir avait donc lieu le deuxième débat de la primaire de la droite. On s'attendait à des face-à-face tendus, des participants un peu coincés, des explications lénifiantes. Et en fait, on a eu droit à ça. D'ailleurs de soirée appelé Jean-François Copé. On va l'entendre tout de suite. Alors on n'a pas trop compris la fin, en tout cas après le 20 novembre, pensez à lui pour animer vos goûters d'anniversaire et enterrement de vie de garçon. Il s'appelle Jean-François Copé. Éric Fotorino, c'était un débat plus vif, tendu, enjoué. J'aurais même envie de dire ce soir plus humain. Oui, c'est vrai, parce que d'abord, il était sûrement moins technique. Alors quand même, juste pour vous dire, pour Zorro, Jean-François Copé a Zorro et Napoléon. Mais c'est vrai que une minute, tout ça, c'est tant compté. Je trouve qu'à l'arrivée, ça donne plus de l'effet de marketing que de l'effet de fond. Alors c'est ça, Mme Mostafavi, finalement, est-ce que c'est le rythme de ce débat? Et aussi, il faut dire qu'il y avait énormément de thématiques qui s'enchaînaient. Terrorisme, délinquance, banlieue, éducation, rapport finalement à la gouvernance. Ça fait beaucoup quand même pour 2h30. Oui, ça fait beaucoup, surtout que c'est pas la même chose de passer 5 minutes sur des thèmes très sérieux, après être sur des polémiques comme est-ce que François Bayrou, est-ce qu'il a raison Attention, vous aussi. Est-ce qu'il a raison de soutenir ou pas? Qu'est-ce que Juppé va faire avec son soutien, comme si c'était très très honteux d'avoir le soutien de Bayrou. Donc évidemment, le format s'y prête pas. Après, c'est vrai que comme sur le fond des idées, ils sont pas forcément, enfin je veux dire, évidemment il y a beaucoup de différences entre une NKM et entre un Jean-Frédéric Poisson, mais sinon dans l'ensemble, ils sont quand même, là ils se sont plus à choper peut-être, c'était un peu sur l'international, un peu, même s'ils étaient tous d'accord pour le soutien de la Russie. On va en parler dans un instant. Bonaparte sur le pont d'Arcole sur son bureau. Ah d'accord, donc c'est par hasard. Je pense que Zorro, pour lui, c'est un compagnon fidèle. Et il connaît peu de compagnons fidèles depuis longtemps. C'est vrai, mais c'était étrange de nommer, c'est vrai, de faire apparaître Zorro. Bien sûr, voilà, ça c'est d'une private joke Copé. Alors oui, bien sûr, c'était moins tendu, mais je pense que sur le fond,
c'est assez lamentable. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, c'est la primaire de la droite. Donc la droite, elle parle de ce qui intéresse la droite et les électeurs de droite, et plus précisément les électeurs de la primaire de droite, dont on ne sait pas combien ils seront, qui y seront, etc. Mais je pense que quand on est le public, donc les citoyens, on n'y trouve pas son compte dans ce que sont vraiment les préoccupations des gens aujourd'hui. On parlait des pauvres tout à l'heure, mais je pense que ce soit le chômage, que ce soit comment les gens finissent leur mois, comment on éduque. Alors il y a eu quelque chose sur le collège unique, etc. Mais sincèrement, j'ai trouvé que ça manquait énormément de fond. Et alors c'était Salvagram, on disait oui, la salle de la boxe. Bon, il n'y a pas eu de boxe, mais il n'y a pas eu vraiment de vrai débat. Et moi, je pense qu'il y a quand même, je l'avais dit déjà, je crois, une fois à ce micro. J'ai entendu dans les couloirs de France Info cette discussion, deux personnes se rencontrent, un demande à l'autre comment ça va et l'autre lui répond comme un vendredi. Voilà, alors ça c'est assez bizarre comme d'entendre ça parce qu'on était nombreux à penser à la famille de cet homme qui angoisse du week-end et se réveille 2 jours plus tard en disant wouh c'est lundi. Voilà, c'est un cas DRH assez grave. J'espère qu'ils interviendront assez tôt pour l'arrêter. Apparemment le travail en libère certains cette fois-ci, c'est sûr. Et eux ils sont libres et s'envolent avec le vent de l'actualité. Et ce soir les informés de France Info reçoivent Hamdam Mostafavi de Courrier International. Bonsoir. Bonsoir. Également l'écrivain et directeur des hebdomadaires Le 1, Éric Fotorino. Bonsoir. Bonsoir. Tout de suite je souligne avant les autres même votre dernière publication du 1, c'est salaud de pauvres. Pourquoi salaud de pauvres, Éric Fotorino? Parce qu'on ne veut pas voir cette pauvreté. Et alors, regardez Stalingrad, ce qui s'est passé. On enlève les camps, il y a eu Calais, on mélange migrants, pauvres. Et surtout, c'est un inconscient de notre société. Voilà, salaud de pauvres, numéro 1, le 1. Également, Alexis Lacroix de Marianne, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et dans quelques minutes, normalement, doit nous rejoindre à cette place vide Franck Tapie. Est-ce que votre avis aussi, Alexis Lacroix, juste quand j'ai dit que c'était un peu plus humain comme débat, ça veut dire qu'il y a eu des communicants justement à l'œuvre et qu'ils ont tiré les leçons du premier débat pour se sentir plus à l'aise? C'est évident. Là où c'est le plus manifeste, je ne dis pas qu'il a fait une bonne performance, ne faites pas de moi son avocat commis d'office, même si je sais qu'il va être beaucoup critiqué et qu'il est beaucoup critiqué. Vous êtes de Marianne, donc vous savez. Mais il est beaucoup critiqué par la meute médiatique qui fonctionne à l'effervescence mimétique, c'est-à-dire tout le monde répète le discours de tout le monde. Donc tout le monde pense que Nicolas Sarkozy s'est fait défoncer la gueule dans ce débat. Je pense en revanche qu'il a médité la leçon du premier débat. On sait qu'il a téléphoné pendant une des pauses du débat à son principal conseiller actuel qui est Giacometti et ils ont dû travailler un certain nombre d'éléments de langage. Il était incontestablement plus détendu. Je ne sais pas ce que Franck Tapiro va dire là-dessus. Mais par contre, je voulais tout de suite quand même rajouter une idée. Rapidement. Je suis en désaccord amical mais de fond avec la lecture qu'en fait Éric, car on nous dit